Nous allons avoir la présentation de Claire Scodellaro, qui est démographe et sociologue spécialisée en gérontologie. Et dans les coulisses, elle me disait à quel point ce qu'avait déjà abordé M. Hervé Lebras, à savoir ce constat qu'on vivait plus longtemps, mais on n'était pas dépendant très longtemps, n'était pas du tout passé dans les esprits. On continuait de vivre avec d'autres clichés. Or, Claire va justement nous parler de cet état de santé des personnes dites vieillissantes. Je dois vous dire qu'après 2 heures passées en leur compagnie, je ne sais même plus ce que ça veut dire, vieillir. Claire Scodellaro. Ça ne veut rien dire, dit Hervé Lebras. Vous avez une vingtaine de minutes. Je vous remercie. Alors, on abaisse. Alors, on parle beaucoup de vieillissement de la population. Et quand on parle de vieillissement de la population, on a l'impression qu'on parle d'un âge moyen de la population, comme si elle était une entité qui pouvait avoir un âge. En fait, vous avez bien compris que le vieillissement de la population, ça renvoie à l'évolution de la structure par âge de la population et au fait qu'on a une baisse de la part des plus jeunes et une augmentation de la part des plus âgés. Alors, le seuil qui est habituellement retenu pour étudier ce vieillissement de la population, c'est celui de 60 ans ou de 65 ans. Donc, grosso modo, autour de l'âge de la retraite, que l'on prend encore comme synonyme de passage dans la vieillesse. Alors, quand on parle de vieillissement de la population, on associe aussi une idée de menace, de péril. Un péril financier pour les retraites, un péril pour le système de santé, comme l'a rappelé M. Lebras. Et donc l'idée qui est à la base de ces discours sur le péril, la menace, c'est que plus on a de personnes âgées de 60 ans et plus forcément on a de personnes malades, en mauvaise santé, qu'il va falloir prendre en charge et qu'on va qualifier de dépendantes. Comme si, d'ailleurs, il n'y avait qu'aux âges élevés qu'on pouvait être dépendant d'autrui et comme si ce n'était pas notre lot à tous de dépendre les uns des autres. Bref, quand on parle de vieillissement de la population, on fait comme si la réalité sociale et physiologique des âges n'avait pas changé, était immuable. Et comme si, par exemple, avoir 60 ans aujourd'hui, ça voulait dire la même chose qu'avoir 60 ans au début du XXe siècle, au début du XIXe siècle, et puis on peut remonter encore comme ça dans le temps. Et donc ça veut dire que quand on compare les proportions des 60 ans et plus à plusieurs moments dans le temps, on fait comme s'il n'y avait pas de problème. On peut prendre cette part des 60 ans et plus, puisque c'est l'âge immuable d'entrer dans la vieillesse. Mais si on pose la question des enjeux sociaux du vieillissement de la population, il faut qu'on prenne en compte les changements sociaux de la réalité des âges. Et on a bien tous le sentiment aujourd'hui qu'on est plus jeune à 60 ans que l'étaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Et c'est un sentiment qui vient à la fois de l'amélioration des conditions de vie à ces âges, si bien qu'on a matériellement la possibilité de faire bien plus de choses que nos grands-parents ne pouvaient en faire. On peut rester plus actif dans la vie sociale. Mais c'est un sentiment qui vient aussi de l'amélioration de l'état de santé, ce qui nous permet physiquement de rester actifs.
Et donc l'idée qu'a déjà avancé Monsieur Lebras, c'est que on peut faire au final 2 histoires du vieillissement de la population. On peut faire une histoire à partir d'un seuil d'âge fixe d'entrée dans la vieillesse, et on peut faire une histoire à partir d'un seuil évolutif qui prend en compte les changements de la réalité physiologique des âges, qui va prendre en compte le fait qu'avoir 60 ans en 2000, ce n'est pas la même chose qu'avoir 60 ans en 1900. Alors, l'histoire qu'on va faire à partir d'un seuil d'âge fixe, alors là, j'ai pris celui de 60 ans. Là, donc, vous avez l'évolution de la part des 60 ans et plus depuis le milieu du XVIIIe siècle. Ce qu'on remarque, c'est que entre le début du XIXe et la fin du XXe siècle, on a eu un doublement de la part des hommes de 60 ans et plus. Et pour les femmes, la proportion a plus que doublé. C'était multiplié par 2,5. Cette part des 60 ans et plus, elle a augmenté surtout à partir du milieu du XIXe siècle, sous l'effet de la baisse de la natalité. Parce qu'on faisait proportionnellement on faisait moins d'enfants, et donc on avait proportionnellement moins d'enfants dans la population. Ça augmentait de manière quasi mécanique la part des plus âgés. C'est ce qu'on appelle un vieillissement par le bas. Alors, en France, la baisse de la natalité s'est produite de manière précoce par rapport aux autres pays européens. Et ça a contribué à l'alarmisme à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, de la part des démographes qui commençaient à s'intéresser à l'évolution de la structure par âge de la population, et qui se disaient, mais si on a de plus en plus de vieux dans notre société, on va perdre notre puissance. Finalement, la France risque de se dépeupler. Et c'était quelque chose qui faisait d'autant plus peur que, rappelons-le, on était dans un contexte de conflit récurrent avec l'Allemagne, où là, la natalité n'avait encore que très peu baissé. Donc, la peur du vieillissement de la population, elle est très forte aujourd'hui, mais vous voyez qu'elle est déjà présente à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, mais avec d'autres menaces que celles qu'on avance aujourd'hui. Alors, je ne vais pas donner le détail, expliquer en détail comment cette part des plus âgés a augmenté au cours des 2 derniers siècles. D'abord, je voudrais juste signaler que ce qui fait augmenter la part des 60 ans et plus, ça peut être la baisse de la natalité, ça peut être aussi la baisse de la mortalité aux jeunes âges, qui fait qu'au bout d'un moment, on a de plus en plus de personnes qui atteignent l'âge de 60 ans, et donc on a une augmentation de la part des plus de 60 ans. Et puis, ça peut être aussi la baisse de la mortalité au-delà de 60 ans, qui fait qu'on vit plus longtemps après avoir atteint l'âge de 60 ans, et donc on a une population plus nombreuse. Donc ça, c'est, disons, ce qu'on observe si on prend le seuil de 60 ans
pour regarder le vieillissement l'évolution de la structure par âge de la population et en conclure qu'on a un vieillissement dramatique depuis le 19e siècle. Mais, comme je vous disais, un des moteurs de ce vieillissement, c'est l'allongement de l'espérance de vie aux âges élevés. C'est le fait qu'on vit plus longtemps après 60 ans. Et donc c'est ça qui va nous servir, cet allongement de l'espérance de vie à 60 ans, à déterminer un seuil évolutif d'entrée dans la vieillesse. Alors, comme M. Lebras vous l'a déjà signalé, on a eu une augmentation très forte de l'espérance de vie à 60 ans, principalement depuis la Seconde Guerre mondiale, avec, vous remarquerez, une augmentation de cette espérance de vie plus précoce pour les femmes que pour les hommes. En fait, pour les hommes, il faut attendre les années 70 pour qu'il se passe vraiment quelque chose. On pourra y revenir. Donc, ça veut dire quoi ? Tout simplement qu'on a donc une forte augmentation de l'espérance de vie et plus importante pour les femmes que pour les hommes. Alors, au début, au 19e siècle, donc vous voyez, ça bouge pas trop. Pour les femmes, on est entre 14 et 15 années vécues en moyenne après 60 ans. Aujourd'hui, on est à plus de 25 ans. Pour les hommes, on était jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale entre 13 et 14 années vécues après 60 ans. On est aujourd'hui à plus de 20 ans. Donc les femmes ont gagné environ 10 années de vie. Les hommes en ont gagné un peu moins, 6-7 années. Et on peut se dire que ces années de vie gagnées peuvent être interprétées comme un rajeunissement de la population. C'est comme si, à 60 ans, on était 10 ans plus jeune que l'étaient les générations précédentes. Donc l'idée, là, ça va être de partir de l'espérance de vie pour fixer l'âge de la vieillesse. Alors, j'ai choisi plus ou moins arbitrairement de prendre l'âge auquel l'espérance de vie est de 10 ans. Donc l'âge auquel il reste en moyenne 10 années à vivre. Alors, je dis arbitrairement, j'aurais pu prendre 5 ans, comme ça a été fait, ou un autre chiffre, mais bon, c'est quand même peut-être moins arbitraire qu'un seuil d'âge fixe sur 2 siècles. Alors voilà les seuils d'âge d'entrée dans la vieillesse à partir de cet âge où il reste en moyenne 10 années à vivre. Alors vous voyez que cet âge de la vieillesse a très fortement augmenté au XXe siècle et plus particulièrement dans la deuxième moitié du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, quand la mortalité des personnes âgées a commencé à fortement baisser. Donc c'est ce que traduisait de manière synthétique l'évolution de l'espérance de vie à 60 ans. Donc on est passé d'un seuil d'âge d'entrée dans la vieillesse d'un peu moins de 65 ans au milieu du XVIIIe siècle à plus de 80 ans pour les femmes aujourd'hui et presque 77 ans pour les hommes. Vous voyez, Monsieur Coppens, qu'il vous reste encore quelques années en moyenne, puisque là, on raisonne, alors ça c'est important aussi de le souligner, on raisonne au niveau d'une population. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des cas individuels. Et donc là, Monsieur Coppens peut encore espérer des années avant de voir arriver la vieillesse.
d'autant qu'il fait partie d'une catégorie de la population favorisée. Et bon, j'y reviendrai, on pourra en parler, des inégalités sociales de santé qui font que l'âge d'entrée dans la vieillesse, si on peut le définir pour l'ensemble de la population française, si on regarde plus précisément pour tel ou tel groupe social, on va avoir d'importantes différences. Bref, on va donc définir la population âgée comme celle qui est au-delà de cet âge de la vieillesse, qui évolue au fil du temps quand la mortalité baisse. Et on va calculer la proportion de personnes ayant un âge supérieur à cet âge de la vieillesse. Et on voit que là, on n'a pas de vieillissement de la population depuis le début du 19e siècle. On voit qu'il y a des fluctuations dépendant notamment des natalités antérieures, mais on n'a plus du tout le vieillissement spectaculaire dont on nous parle, dont on nous rebat les oreilles régulièrement. Et ça, sur le plan de la santé, ça correspond davantage aux expériences qui sont faites par les individus. Donc finalement, le phénomène spectaculaire, ce n'est pas le vieillissement de la population, mais c'est plutôt l'allongement de l'espérance de vie aux âges élevés. Or, pourquoi a-t-on eu une telle augmentation de l'espérance de vie aux âges élevés? Pourquoi a-t-on observé une telle baisse de la mortalité au-delà de 70, 80 ans au cours des dernières décennies? Alors, on pense évidemment au progrès de la médecine, on en a un peu parlé tout à l'heure, et par exemple aux innovations dans le traitement des maladies cardiovasculaires, plus accessibles à la population parce que moins coûteuses, plus accessibles aussi grâce à un système de protection sociale qui permet de faire bénéficier des innovations médicales une large population et non pas une petite population privilégiée. Donc ça peut, du coup, c'est une condition pour que ces innovations puissent avoir un impact sur la mortalité qu'on observe au niveau de la population. Pensez bien que si on n'a que peu de personnes qui bénéficient des progrès, ça ne va pas se traduire sur l'évolution de la mortalité de l'ensemble. Il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette baisse de la mortalité, et notamment des facteurs structurels. Depuis la fin du XIXe siècle, l'instruction s'est massivement diffusée dans la population. Or, comme je vous signalais, on a des inégalités de mortalité selon le niveau d'instruction. Alors pour vous donner un exemple, un homme n'ayant aucun diplôme dans les années 90 avait 80% de chances de plus de décéder dans la soixantaine que l'ensemble des hommes, alors qu'un homme qui était titulaire d'au moins un diplôme, donc le certificat d'études dans les anciennes générations, avait quasiment 50% de chances de moins de décéder que l'ensemble des hommes. Donc on a d'importantes
inégalité de mortalité selon le niveau d'instruction d'un côté, et de l'autre, grâce à la diffusion de l'instruction, de moins en moins de personnes sans diplôme ou avec des faibles niveaux de diplôme. Et donc ça, c'est un changement de la structure de la population qui entraîne quasi mécaniquement une baisse de la mortalité. On a donc bien un effet de la diffusion de l'instruction au fil des générations. Alors, les générations, elles ne se différencient pas que par leur niveau d'instruction. Elles se différencient par toute leur histoire de vie et notamment par leur exposition à des conditions de santé et plus largement des conditions de vie plus ou moins difficiles au cours de leur existence. Or, ce qu'on constate, c'est que les générations qui ont été exposées à des crises de mortalité intenses, c'est-à-dire qui ont vu leur mortalité augmenter très fortement par rapport aux générations précédentes à une période donnée, donc ces générations qui ont connu des crises de mortalité très intenses pendant l'enfance ou l'âge adulte, ne voient pas leur mortalité baisser aux âges élevés comme on pourrait l'attendre des conditions de la période. Alors, c'est, pour préciser un peu, je vais parler des générations nées pendant la Première Guerre mondiale. Elles ont connu, ces générations, en particulier celles nées à partir de 1916, des mortalités très élevées pendant leur première année de vie du fait de la désorganisation de la société pendant la guerre et des épidémies qui frappaient très fortement les jeunes enfants. Donc, première crise de mortalité pendant la première année de vie, voire un peu au-delà, à cause de l'épidémie de grippe espagnole qui a suivi la Première Guerre mondiale. Donc, un premier moment dans leur existence de grave crise de mortalité. Deuxième moment, c'est la Seconde Guerre mondiale, où on remarque de nouveau des crises de mortalité dans l'ensemble de la population et plus intenses, évidemment, pour les hommes qui ont été touchés dans les combats. Donc on a deux périodes de crise de mortalité et ce qui est remarquable pour ces générations nées à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est que après ces deux épisodes, leur mortalité est restée relativement élevée par rapport aux autres générations. C'est-à-dire que, étant donné ce qui arrivait aux générations les encadrant, on se serait attendu, par exemple, à ce que leur mortalité baisse. Or, ce qu'on observe, c'est que leur mortalité stagne, voire augmente. Et donc, ça veut dire qu'on a affaire à des générations qui ont acquis une vulnérabilité pendant ces crises de mortalité. Et cette vulnérabilité s'est manifestée jusqu'à des âges très élevés et les ont empêchés de bénéficier des progrès dont bénéficiaient les générations voisines. Donc on a affaire à des phénomènes de résistance à la baisse de la mortalité. Et c'est ce qu'on observe aussi pour les hommes qui sont nés dans les années 1880-1890, qui ont été très massivement engagés dans les combats de la Première Guerre mondiale, qui ont subi de graves crises de mortalité pendant ces combats, et
qui en ont gardé des séquelles jusqu'à très tard dans la vie. Et donc ça pourrait être un des éléments qui pourrait expliquer pourquoi la mortalité des femmes âgées a baissé dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que pour les hommes, le véritable tournant, c'est dans les années 70, quand ces générations qui avaient fortement participé à la Première Guerre mondiale avaient atteint des âges beaucoup plus élevés et étaient moins nombreuses. On a donc des effets à long terme, des conditions de vie dans l'enfance et à l'âge adulte qui peuvent empêcher des progrès de l'espérance de vie. Alors, ils peuvent aussi les favoriser. Et on pourra en discuter. C'est par exemple ce qu'on observe pour les générations qui ont vu leur mortalité infantile baisser. Donc cet allongement de l'espérance de vie aux âges élevés qui fait que finalement on n'a pas de vieillissement de la population, il est lié à des améliorations récentes du système de soins, du niveau de vie des retraités, mais aussi à des phénomènes anciens, positifs, comme la diffusion de l'instruction ou la baisse de la mortalité infantile, ou des phénomènes au contraire délétères, comme les guerres. Je vous remercie.